Comme vous l'avez rappelé, j'ai des messages, je ne sais pas à quoi ça correspond, hein, comme vous l'avez, mais ça doit fonctionner. Comme vous l'avez rappelé, j'ai été membre nommé au Comité national d'éthique en janvier 2021, et Jean-François Delfrécy a décidé d'auto-saisir le Comité national d'éthique sur le sujet de la fin de vie pour un nouvel avis du CCN. Et à ce titre, j'ai été désigné comme co-rapporteur avec, comme vous l'avez rappelé, Régis Sommet. Sur ce sujet de la fin de vie, il y a 20 ans de travaux législatifs et il y a 4 lois. Et lorsqu'on regarde ces 4 lois, on se rend compte que le législateur a souhaité, durant ces 20 ans, conjuguer 2 notions essentielles. 2 notions qui ont été pour nous, au Comité national d'éthique, le fil conducteur. Je parlais de la solidarité d'un côté et de l'autre de l'autonomie. Je pense que ces lois ont fait progresser dans notre pays cette notion de solidarité et ont fait progresser aussi cette notion d'autonomie. Notre réflexion sur cet avis du Comité national d'éthique, et je rappelle parce que c'est important, on ne rend pas un avis comme cela sans regarder quel était et quel est le contexte aujourd'hui. Il y a eu 2 éléments essentiels qui ont, j'allais dire, été la toile de fond de cet avis. On sortait de la pandémie. Et je pense que la pandémie, je parle sous votre contrôle, a réintroduit, j'allais dire, dans nos vies la notion de mort et de fin de vie. Nous connaissons tous des situations tragiques qui ont pu se passer du fait des contraintes sanitaires dans les EHPAD, dans un certain nombre de structures. Et je pense que ces éléments ont beaucoup marqué nos familles, mais aussi ont marqué énormément le personnel soignant. Et ce malaise du personnel soignant, qui se traduit parfois par des manques de personnes autour de lits, qui se traduit par des difficultés dans les EHPAD, je pense que ce malaise des personnels soignants existe aujourd'hui et il faut réellement en tenir compte. Le deuxième élément, ça a été aussi, et j'y reviendrai tout à l'heure, le fait que depuis des années, on meurt essentiellement, ou on passe sa dernière partie de vie essentiellement à l'hôpital aujourd'hui, contrairement à d'autres époques où les structures familiales faisaient qu'il y avait 3 générations sous le même toit qui permettaient, c'est-à-dire un accompagnement qui n'existe plus forcément aujourd'hui. Donc c'est dans ce contexte que nous avons élaboré cet avis. Sur ces 4 lois, qu'est-ce que ces 4 lois nous ont apporté depuis 20 ans? Je crois que la loi de 1999 a été une loi importante, c'était la loi sur les soins palliatifs. J'aurai l'occasion d'y revenir plus complètement tout à l'heure, c'est une loi importante. Nous sommes en 2023 aujourd'hui, nous nous rendons bien compte, et vous avez fait des témoignages tout à l'heure, nous rendons bien compte que cette loi n'est pas encore appliquée de façon homogène partout en France. Il y a des inégalités territoriales et il y a des inégalités sociales. Loi 2002, c'est une étape nouvelle dans l'autonomie de la personne. C'est dans le cadre des lois Kouchner que certaines mesures ont été prises, dont une mesure essentielle, la possibilité pour un patient d'arrêter ses traitements. Et c'est une mesure importante parce que dans certaines pathologies, vous le savez mieux que moi, je ne suis pas médecin, l'arrêt d'un traitement peut conduire
à l'engagement, bien entendu, à un moment ou à un autre, du pronostic vital. La troisième loi, la loi 2005, a été guidée, a été élaborée dans le cadre d'un phénomène qui a toute son importance et qui, à mon avis, ce phénomène conduira à d'autres réflexions. C'est les progrès scientifiques, les progrès techniques qui concernent la médecine. Et sont apparus des cas où il y avait parfois des maintiens artificiels en vie. Et c'est ce qui a introduit cette réflexion sur l'obstination déraisonnable. Et vous verrez que cette notion d'obstination déraisonnable a été prise en compte, y compris en octobre 2022, très récemment, dans une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel. La loi de 2016, que nous avons élaborée avec Jean Leonetti, c'était la définition de 3 nouveaux droits pour les patients. Tout d'abord, les directives anticipées. Et sur ce sujet, nous prenons 2 initiatives nouvelles. Ces directives peuvent être modifiées à tout moment. Et deuxièmement, elles sont opposables. Simplement, dans le cadre du travail législatif, nous avons laissé une possibilité d'ouverture pour tenir compte des situations où ces directives anticipées ne seraient pas adaptées à la situation exacte du malade. C'est pour cela que nous avons utilisé dans la rédaction de la loi ce mot inapproprié, c'est-à-dire des directives anticipées qui s'imposent, sauf dans des situations où ces directives seraient inappropriées. C'est le mot que nous avons retenu et qui a été repris ensuite par le Conseil constitutionnel en octobre 2022. La personne de confiance est un élément aussi important. Cette personne de confiance, on s'en est rendu compte dans des affaires qui ont été malheureusement très médiatisées. J'en pense à la situation de Vincent Lambert, où on a vu s'affronter une famille autour de Vincent, une famille, d'un côté les parents, de l'autre son épouse et un cousin. C'est un sujet qui m'a beaucoup marqué. J'ai eu l'occasion à cette époque d'échanger beaucoup avec son épouse. Et s'il y avait eu une personne de confiance, il n'y aurait pas eu forcément ce conflit dans la famille de Vincent Lambert. Ce que nous avons voulu avec Jean et les législateurs, c'est que cette personne de confiance prenait le pas sur toute autre personne, qu'elle soit membre de la famille ou pas. Son rôle était d'exprimer ce qu'aurait exprimé la personne concernée si elle avait été autonome. Troisième élément, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque le pronostic vital est engagé à court terme avec l'arrêt de tous les traitements. Donc c'est une possibilité qui est offerte à la personne et qui s'applique à qui? Bien sûr, lorsqu'il y a des situations d'obstination déraisonnable, je reviens à la loi de 2005, mais à la demande d'une personne avec des douleurs réfractaires insupportables et qui souhaite pouvoir avoir cette sédation profonde et continue. Ces demandes sont toujours analysées, et le terme est extrêmement important, sous forme de collégialité par l'équipe médicale. Et la collégialité est un vrai sujet en soi, et nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et cette sédation profonde et continue, excusez-moi de rentrer dans les détails, mais c'est pour que le paysage soit totalement complet, devait être accompagné de l'arrêt de tous les traitements. Et il y a eu un débat au Parlement entre l'Assemblée et le Sénat, et une décision du Conseil d'État concernant l'alimentation
et l'hydratation artificielle. Et il a été décidé que l'hydratation et l'alimentation artificielle constituaient un traitement, et qu'en cela, il devait être arrêté, sachant que les soins, bien entendu, les soins continuent jusqu'au terme de la vie. Voilà, résumé à grands traits ces lois qui, aujourd'hui, encadrent toutes ces situations particulières, spécifiques. Donc, il n'y a pas, j'allais dire, de règle générale. Vous êtes des praticiens, vous avez évoqué, j'ai écouté ce matin, ce que rencontre un étudiant ou un soignant lorsqu'il est en formation ou lorsqu'il est dans ses premiers gestes dans un hôpital ou un équipement médico-social. Vous avez cité des cas de la commission des usages du CHU de Grenoble. J'y insiste parce que j'étais moi-même président du conseil de surveillance d'un CHU et je m'intéresse beaucoup aux cas particuliers parce que le législateur, c'est très bien, fait son travail, il est nécessaire, la loi est nécessaire. Ceci étant, il ne faut pas oublier que cette loi s'applique sur le territoire dans des contextes qui sont toujours singuliers. Et quand vous évoquez dans les témoignages, dans les réclamations, les difficultés de communication entre la famille et les équipes soignantes, la difficulté d'accès aux documents médicaux, ce sont des sujets que je connais parfaitement car j'ai vécu moi-même en discutant avec les praticiens hospitaliers et les familles ce type de difficultés, ce qui pose parfois des problèmes d'organisation, de temps, de disponibilité. Donc voilà le cadre législatif. Quel regard pouvons-nous porter aujourd'hui sur ce cadre législatif? Je vais commencer par les soins palliatifs qui constituent une grosse partie de la vie 139 du CCN. Alors tout d'abord, on ne l'a pas acté, mais je vous le dis, je n'aime pas beaucoup cette expression soins palliatifs. Parce que je considère qu'aujourd'hui, le soin palliatif, pour beaucoup de nos concitoyens, est interprété, faussement, mais est interprété de façon à dire c'est ce qu'on fait lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Je préfère qu'on parle à terme de soins d'accompagnement. Et l'objectif que nous disons dans le CCNE, et je vais rentrer dans le détail, c'est que cette médecine d'accompagnement doit être réellement une médecine de la personne et qui ne doit pas être la médecine auquel on a recours dans les 18 ou 19 derniers jours. Si nous regardons aujourd'hui le tableau des soins d'accompagnement ou soins palliatifs, vous l'avez évoqué, dans la formation initiale des médecins, le nombre d'heures consacrées aux soins d'accompagnement est extrêmement faible. Quand vous prenez la formation continue, est extrêmement faible. Quand vous prenez dans les hôpitaux, et je parle sur le contrôle, je crois, il y a 2 doyens dans la salle, et des médecins, on constate qu'il y a, à ma connaissance, dans les CHU, aucun PUPH de soins palliatifs ou soins d'accompagnement. Aucun. Vous avez des praticiens hospitaliers, vous avez des médecins qui viennent souvent du parcours médecin généraliste, et il n'y a pas eu de PUPH. Quand vous regardez l'INSERM, qui est le principal organisme aujourd'hui qui organise la recherche en France, les recherches sur les soins d'accompagnement, il en existe, mais extrêmement faibles. Lorsque vous regardez l'Agence nationale pour la recherche, au niveau des appels à projets, pratiquement aucun appel à projet
concernant les soins d'accompagnement. Donc, il faut bien faire ce constat aujourd'hui, c'est que cette médecine d'accompagnement s'est développée grâce à l'engagement de beaucoup de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants, mais sans être véritablement reconnue. Alors, il y a des sujets financiers, et je ne les cache pas. Chaque ministre de la Santé a fait des plans pour les soins palliatifs. Il en faudra d'autres. Je crois qu'il y a un autre sujet de réflexion et qui concerne la communauté médicale. Et je me félicite que les doyens participent à votre journée de réflexion. Je crois que la conférence des doyens doit réfléchir aujourd'hui comment intégrer mieux, comme une discipline à part entière, les soins d'accompagnement au niveau de nos soins proposés à nos concitoyens. Alors on utilise, vous savez, l'expression du CARE. Bon, prenons cette expression, prenons une autre, mais il faut que dans le parcours du soin, la médecine d'accompagnement soit bien présente. Je prends un exemple concret, et ça se fait peut-être à Grenoble, je l'ai vu à Toulouse, lorsque dans un service, par exemple, de cancérologie, est diagnostiquée une tumeur. C'est-à-dire, le protocole curatif se met en place immédiatement. Il faudrait que dans le même temps, cette médecine d'accompagnement soit dès le départ associée. Alors, ça pose beaucoup de problèmes, y compris beaucoup de sujets de financement. Je parle sous votre contrôle. Le financement de l'hôpital aujourd'hui, vous le savez mieux que quiconque, est passé de la dotation de fonctionnement à la T2A, la tarification à l'activité. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, la tarification à l'activité privilégie l'acte technique. Un jour, j'étais en conseil de surveillance et je demandais au directeur général du CHU, qui était un très bon directeur général, mais qu'est-ce qui rapporte le plus à l'hôpital? Une chimio supplémentaire ou une journée au proche des malades? Vous connaissez la réponse. Donc, quand M. le Président de la République annonce qu'il va réfléchir à l'évolution de la T2A, c'est un sujet extrêmement important. Donc, sur ces soins d'accompagnement, et c'est un élément essentiel de notre avis, on ne demande pas plus d'argent, on en demande bien entendu, mais pas uniquement plus d'argent, ça ne se réglera pas uniquement par un nouveau plan. Il faut aujourd'hui que cette médecine d'accompagnement soit prise en compte par la communauté médicale, qu'elle figure explicitement dans les projets d'établissement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 21 départements ne bénéficient pas aujourd'hui d'unités de soins palliatifs. Là encore, je parle sous votre contrôle. Mais les soins d'accompagnement, ce n'est pas uniquement à l'hôpital. C'est dans les structures médico-sociales et je pense en particulier des EHPAD. Là encore, soyons concrets. Un vendredi à 18h, dans beaucoup d'EHPAD en France, il n'y a plus de médecin coordonnateur, il n'y a plus d'infirmière coordinatrice ou d'infirmier coordinateur. Donc, mettre en place parfois des soins palliatifs, c'est extrêmement difficile. De même que les soins palliatifs à domicile. Je sais qu'il y a des expériences, des unités de soins palliatifs à domicile qui fonctionnent bien. Mais là encore, nous avons un chemin à parcourir qui est, à mon avis, extrêmement long. Et j'ajoute que les soins palliatifs à domicile nécessitent souvent la prise en compte des aidants. On oublie d'aborder ce sujet. Mais lorsque quelqu'un est à domicile et que la pathologie permet le maintien à domicile, c'est illusoire de penser que cela pourra être durable
s'il n'y a pas des aidants, c'est la famille, c'est un certain nombre de proches qui peuvent accompagner le généraliste, les soins palliatifs, etc. Donc, dans notre société, et quels que soient les gouvernements, à mon avis, dans les années qui viennent, on aura une nouvelle fois à revisiter cette notion d'aidant, hein, comment la société peut mieux prendre en charge ses aidants. Voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire sur les soins palliatifs. Sur l'évaluation de la loi de 2016. L'évaluation, elle n'a pas été faite suffisamment. Je me félicite aujourd'hui que la Commission des affaires sociales de l'Assemblée ait confié à la Cour des comptes une évaluation des soins palliatifs et à une mission d'information sur l'évaluation globale de la loi. Nous avons été auditionnés avec Régis par les parlementaires. Et regardons, et vous l'avez cité le chiffre tout à l'heure, les directives anticipées, 11% de nos concitoyens ont rédigé une directive anticipée. Je ne sais pas comment vous faites à Grenoble. Moi, je vous cite une expérience qui est en cours actuellement au CHU de Poitiers. La direction générale, la CME, ont décidé de recruter une infirmière dont le parcours a été le suivant. Elle est passée en cancérologie, soins palliatifs, EHPAD, et sa mission est de faire connaître les directives anticipées à la fois aux usagers de l'hôpital, mais au personnel médical. Je pense que c'est un travail important. Alors, les connaître, mais en plus, pouvoir les rédiger. Et quelles que soient les recommandations de la Haute Autorité de Santé, il faut bien reconnaître que rédiger des directives anticipées, c'est extrêmement compliqué. Se pose là le rôle du généraliste. Vous connaissez aujourd'hui la difficulté des généralistes dans leurs travaux, dans leur travail au quotidien. Donc, c'est un sujet, et directives anticipées, qui est devant nous et qui est, à mon avis, extrêmement important. Sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès, là encore, lorsqu'on est dans un hôpital, la collégialité peut fonctionner. Et ces sédations profondes et continues jusqu'au décès peuvent se dérouler, j'allais dire, dans des conditions correctes. Mais lorsque vous êtes à domicile, vous êtes dans un EHPAD, comment faire vivre la collégialité? Et c'est un sujet, là encore, sur lequel nous devons travailler. Donc voilà ce que l'on peut dire sur la loi de 2016. Je regarde ma montre en même temps, il me reste 10 minutes. Cette loi de 2016, il y a une question à laquelle il faut répondre. Est-ce qu'elle prend en compte tous les cas? Et moi, en tant qu'ancien législateur, je vous réponds très franchement et très clairement, non, elle ne prend pas en compte tous les cas. Elle prend les cas en compte où le pronostic vital est engagé en court terme. D'où la deuxième réflexion du comité consultatif national sur l'aide active à mourir. Alors, bien entendu, ça a été la partie de la vie qui a été le plus retenue. Mais je vous l'ai indiqué préalablement, les soins d'accompagnement occupent dans la vie une place aussi importante que l'aide active à mourir. Alors, quelques considérations simples, mais ça vous paraîtra tellement évident. Lorsqu'on parle de fin de vie, déjà se poser la question, quelle est la famille? Ce sont autant de situations particulières. Ça ne se résume pas à des techniques.
Est-ce qu'on va utiliser un produit létal ou pas? C'est dans cette dernière partie de la vie. Ce n'est pas un choix entre la vie ou la mort. La mort est à moyen terme, court terme. Elle est annoncée. C'est comment parcourir ce dernier chemin de la vie en conciliant cette notion de solidarité et cette notion d'autonomie. Vous savez, plus j'avance sur ce sujet, plus je me pose des questions. Je suis admiratif ou, c'est pas le terme, inquiet parfois lorsque des militants prônent telle ou telle solution, j'allais dire, les yeux fermés. Et quand vous êtes devant des publics qui ne sont pas issus du monde médical, chacun vous parle avec ses mots par rapport aux situations qu'ils ou qu'elles ont vécues, soit en accompagnant un proche, un ami. Et à travers les difficultés qu'elles ont rencontrées, elles se font une opinion. Je reviendrai tout à l'heure sur la Convention citoyenne. Donc, quelle est souvent la solution la moins pire pour concilier cette solidarité et cette autonomie? Je dois vous dire, et mon collègue qui est dans la salle, qui a participé activement au travail du Comité consultatif national d'éthique sur ce sujet, on a eu un débat très approfondi entre nous, à l'image de la société française, à tel point que lorsqu'il a fallu voter cet avis, 8 membres du CCNE ont mis des réserves. L'avis a été largement adopté, mais je veux le dire, il y a 8 membres qui ont mis des réserves. Nous disons qu'il peut y avoir un chemin éthique dans l'aide active à mourir, si le législateur décide de légiférer sur ce dossier. Mais, et c'est une phrase qui figure noir sur blanc dans notre avis, nous considérons que le législateur, s'il devait faire évoluer la loi, ne peut pas la faire évoluer sans tenir compte des mesures qui ne sont pas forcément uniquement législatives, mais à prendre sur les soins d'accompagnement. Concernant l'aide active à mourir, nous répondons qu'à sous des conditions strictes que je vais vous énoncer, l'aide active à mourir peut répondre à une démarche éthique. Tout d'abord, nous considérons qu'il faut que la personne soit autonome. C'est-à-dire que la personne puisse, au moment où elle fait sa demande, s'exprimer et la formuler elle-même. Qu'elle soit atteinte par une maladie incurable, dont le pronostic vital est engagé à moyen terme, c'est-à-dire quelques mois, souffrant de douleurs réfractaires. Nous ne prenons pas en compte, dans l'avis du CCNE, le sujet des enfants. Et nous disons que sur ce sujet spécifique des enfants, un avis devra être formulé, une réflexion complémentaire devra être menée. À partir du moment où cette demande est formulée, il doit y avoir un travail de réaliser qui peut prendre des semaines. Ça sera, si on va dans cette direction, aux autorités de santé de fixer, j'allais dire, le mode, les durées, le mode opératoire. Il doit y avoir un travail collégial, car il ne suffit pas que la personne, dans le cadre de son autonomie, dise je veux maintenant que les choses cessent. Pour moi, ce n'est plus possible. Il faut qu'il puisse renouveler à plusieurs reprises et que ce travail singulier entre la personne et l'équipe médicale puisse se faire. Et au bout du
chemin, une prescription peut être formulée par le médecin qui tient compte du travail collégial. Vous avez bien compris que dans ce cas-là, nous sommes dans la situation du suicide assisté, l'assistance au suicide. Nous avons envisagé une autre hypothèse. Dans le même cadre, si simplement la personne n'est pas autonome pour faire le geste personnellement. Donc, nous sommes dans une situation ce qu'on appelle d'euthanasie. Dans ce cas de figure, le CCNE ne s'est pas prononcé. Il dit qu'il y a deux possibilités. La possibilité qui a fait l'objet déjà de recours en justice, des médecins dans des situations impossibles prennent leurs responsabilités et le juge tranche. Ou alors, hypothèse haute que certains pays ont choisie, c'est de revenir sur l'article du Code pénal qui est l'interdiction de donner la mort. Donc sur ce sujet, le CCNE sur l'euthanasie n'a pas voulu choisir. Il y avait débat entre nos collègues du CCNE. Cet avis, à côté de cet avis, reste des questions extrêmement importantes. Et une question centrale que vous avez évoquée ce matin, c'est la place du soignant. Au-delà de la prescription, qu'est-ce qui se passe? Comment la personne, jusqu'au terme de sa vie, est prise en charge? C'est un sujet, moi, que je ne sous-estime pas. J'ai discuté, débattu avec la présidente des soins palliatifs. Je connais les textes qui ont été publiés. Ces sujets sont des sujets extrêmement sérieux et sur lesquels il faut pouvoir réfléchir. Trois remarques. La première remarque, c'est que dans notre démarche, et vous l'avez bien compris, même pour révéler l'autonomie de la personne, il faut un travail de solidarité. Il n'y a pas d'autonomie sans solidarité. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel. D'autre part, chaque personne a des cas en tête, des situations en tête. Je vais vous citer un cas qui était une collègue députée, où je peux prononcer son nom, parce qu'elle en a parlé publiquement. C'est Paulette Guinchard, qui a été une collègue parlementaire, qui a été ministre de François Hollande. Paulette Guinchard était, en 2016, atteinte d'une maladie incurable. Elle nous a beaucoup aidés dans la loi de 2016 et beaucoup soutenu face à certains qui considéraient qu'on allait trop loin, à d'autres qu'on considérait qu'on n'allait pas assez loin. Mais elle m'avait dit, Alain, tu sais, si ce qui est envisagé aujourd'hui se produit, je ne pourrais pas accepter. Je souhaiterais pouvoir bénéficier totalement de notre autonomie. Paulette a été suivie par les soins palliatifs de façon remarquable. Mais au bout du bout, elle a décidé de pouvoir bénéficier de son autonomie allant dans un pays voisin de la France. Inversement, en discutant avec des médecins de soins palliatifs, on m'a expliqué des cas où des personnes qui étaient dans cette volonté d'une aide active à mourir, qui, par le temps, le débat, ce dialogue singulier entre la personne et l'équipe soignante, n'ont pu formuler cette demande au bout d'un certain temps. Et des soins palliatifs, des soins d'accompagnement ont pu aller à leur terme et remplir la mission. Donc il n'y a pas, j'allais dire, de technique toute faite, tout ça, c'est un parcours. Et je crois qu'il faut que lorsque
législateur, s'il décide de légiférer, il faudra que le législateur tienne compte de ce parcours qui n'est absolument pas au quotidien évident. Puis j'ajoute un point qui est une question centrale. C'est une demande sociétale. Je ne parle pas des sondages, parce que les sondages, ce sont, j'allais dire, souvent des gens bien portants qui s'expriment dans les sondages. Mais il y a une demande sociétale pour plus d'autonomie. Dans cette demande sociétale, quelle est la place du médical? Vous l'entendez souvent, cette question. Je crois qu'elle doit être formulée. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'avis du CCNE. Et l'avis du CCNE a été complété par un certain nombre de demandes. Une convention citoyenne. Nous avions considéré, même si ce n'était pas notre champ d'application, que le référendum n'était absolument pas adapté à un tel de sujet. On se plaint beaucoup de la démocratie représentative, mais quand même, la démocratie représentative est le meilleur lieu pour bâtir et pour, construire ce type de loi. Et je témoignais, que ce soit sur les lois bioéthiques, que ce soit sur ces lois de fin de vie, moi j'ai toujours rencontré au Parlement le respect. Le respect de personnes qui pensaient différemment, mais qui ont accepté de rentrer dans un travail collectif pour élaborer la loi, même si au bout du compte, certains ne souhaitaient pas adopter la loi. Mais constatons que les lois de 99, 2002, 2005 et 2016 ont été adoptées quasiment à l'unanimité. Donc voilà le travail qui est devant nous suite à cet avis que nous avions présenté, Jean-François Delfossier et moi, au président de la République. La convention a été créée, 180 personnes, et je peux témoigner, ces personnes font un travail, c'est conventionnel, extraordinaire. Extraordinaire parce que du vendredi midi au dimanche midi, ils consacrent leur temps sur leur vie personnelle, leur vie de travail, pour réfléchir à ces choses-là. Et pour m'être exprimé devant eux, je peux vous dire que tous les horizons sont représentés. Beaucoup de nos concitoyens participant à cette convention citoyenne, il y en a peut-être dans votre salle aujourd'hui. Moi, il m'arrive, dans les réunions que je fais, d'en trouver un, ici ou là. Ils ont dû apprendre le vocabulaire, ils ont dû apprendre toute une série de notions. Ils ont fait un travail considérable. Et à ce que l'on me dit, je crois qu'il y a eu 3 ou 4 défections. C'est-à-dire que sur les 180, les personnes auront fait le travail jusqu'au bout. Leur conclusion devra arriver pas le week-end prochain, mais l'autre week-end. Et ça sera un élément du débat. Ça ne sera pas, j'allais dire, tout à prendre ou à laisser. Ça sera un élément du débat et je crois que c'est important pour enrichir la, la réflexion du législateur. Je veux insister aussi sur les espaces éthiques régionaux. Ces espaces éthiques régionaux, vous faites un travail formidable. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs réunions. Ce qui m'a marqué, ce qui me marque, c'est le respect et, j'allais dire, la responsabilité dans ces réunions. Il n'y a pas de questions, j'allais dire, qui ne peuvent être posées dans ces réunions. Et je pense tout ce qui remontera, et vous avez fait, il y a des actes qui ont été déjà réalisés sur l'espace, de votre espace géographique, tout ce qui va remonter va être, à mon avis, utile pour le législateur et l'exécutif, si le législateur et l'exécutif décident de légiférer, soit à travers une proposition, un projet de loi. Voilà ce que je voulais vous dire. Et en conclusion, vous dire que nous sommes dans un État laïque. Et pour moi, c'est une grande importance. C'est-à-dire que dans l'État laïque,
toute position philosophique ou religieuse doivent être respectées. Et je pense que le respect est essentiel. Il n'y aura pas, quelles que soient les décisions, d'un côté des vainqueurs et des vaincus. Si ça devait être ça, la réflexion, nous aurions collectivement tous échoué. Mais au-delà du respect, la question qui nous est posée sur ce sujet, c'est en quoi la solidarité et l'autonomie peuvent se concilier dans un pays démocratique comme le nôtre et donner corps à notre devise républicaine et en particulier à ce mot le plus difficile à appliquer au quotidien, le mot de fraternité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Claes, pour cette J'ai été un peu long. Non, pas du tout. Vous avez respecté le timing à la minute près. Merci pour cette intervention très intéressante qui a permis de poser ou de reposer un peu le contexte historique, législatif et sociétal de cet avis 139. On retiendra les mots-clés, solidarité, autonomie et puis le dernier, fraternité. Donc, on va poursuivre avec la table ronde et pour ça, on va accueillir le docteur Salva, le docteur Barbaret et le docteur Bouteiller, si vous voulez bien rejoindre. Ah, il y avait. Je la vois pas. Et Madame Lelu, Brigitte Lelu, pardon. Et Isabelle Lavaux, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a assez installé? Je ne sais pas s'il y a assez de place. Oui, je me permets de prendre la parole. Je m'adresse en particulier à Monsieur Claes. Et à l'Assemblée aujourd'hui, on a reçu la semaine dernière un avis favorable du ministère pour ouvrir à Grenoble un poste de professeur PUPH en soins palliatifs, c'est l'intitulé officiel. Et donc, on fait partie des premiers établissements, universités qui vont ouvrir un poste de professeur dans cette discipline. C'est formidable parce qu'on l'a tellement réclamé. J'ai envie de vous applaudir, bravo, parce que je pense que c'est un acte qui n'est pas isolé, c'est un acte qui peut enclencher des choses. Et vraiment, un grand merci et bravo. Désolé. Une chaise, oui. Je vais en chercher une. Qui va? Et vous de la table ronde. Allez-y, installez-vous. Donc, avant de vous laisser la parole, on va essayer de donner la parole à chacune d'entre vous pour dire un petit peu vos réactions et puis les mots importants ou les mots-clés que vous aviez envie de nous dire par rapport à cette problématique. Qu'est-ce qui veut... Bon, je vais démarrer. Bonjour à tous, je suis Cécile Barbaret, je suis un des médecins et la chef de service des soins palliatifs à Grenoble. Ah, pardon, je vais essayer de parler un peu plus fort, ça va mieux? Coller le micro, là c'est bon? Donc du coup, merci tout d'abord à Monsieur Claes pour sa présentation. Moi, j'avais déjà aussi noté, puis je pense que Madame Lavaux aussi, les limites qu'on peut peut-être même rajouter à la loi actuelle. C'est une loi qui est sortie en 2016 et on peut se poser la question des moyens qui ont été alloués pour la faire connaître du grand public, pour la faire connaître des soignants. Qu'est-ce qu'on a mis en place à cette époque-là pour justement qu'elle soit correctement appliquée et connue? Donc pour moi, c'est une limite importante et qu'on peut voir dans notre pratique. Je rejoins Monsieur Claes aussi sur la réalité d'un problème d'un bilan de cette loi qui n'a pas été réalisé. Et là, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à nous solliciter. Il y a quand même des chercheurs en France en soins palliatifs. Et il est dommage que nous n'ayons pas été sollicités pour faire un bilan de la connaissance de cette loi et de son application auprès des soignants et aussi de la connaissance du grand public.
Donc moi, ça aussi, c'est une limite que je trouve, parce que là, on parle souvent de vécu, de ressenti, ce qui est très important, mais il est aussi important d'avoir des faits et de se baser sur un bilan objectif et scientifique. Je rejoins tout à fait le constat d'un problème au niveau de l'enseignement. Donc là, je vais parler uniquement de ce que je connais, c'est-à-dire la formation médicale. La réalité d'un parcours d'un médecin actuellement, c'est qu'il peut avoir uniquement 8 heures de cours sur les soins palliatifs et point barre. Donc, est-ce qu'on pense vraiment que les étudiants en médecine, avec 8 heures de cours, ils vont pouvoir affronter au quotidien, que ce soit un médecin généraliste, un neurologue, un oncologue, etc. Est-ce qu'on pense qu'ils vont avoir les capacités d'accompagner correctement les patients? J'en doute. Donc là, pour moi, il y a quand même aussi un véritable problème de quantité et probablement aussi de qualité de formation. On peut aussi se poser nous-mêmes des questions sur les formations qu'on donne. Et puis, je rejoins aussi le constat vis-à-vis du système de soins. Le problème actuel, c'est aussi la T2A. Comment on peut demander à une infirmière en charge de 10 patients de pouvoir prendre le temps de discuter, de se poser avec un patient? C'est ça aussi l'accompagnement et c'est ça la qualité d'un soin. Savoir faire une prise de sang, bon, j'allais dire à un moment donné, un robot va même pouvoir nous remplacer bientôt. Par contre, pouvoir se poser et comprendre pourquoi le patient souffre, et à mon avis et à mon sens, la question même, et la raison du pourquoi on se lance dans les soins d'ailleurs. Un autre problème pour moi, une autre limite, c'est qu'on n'a pas travaillé dans notre société la place de la mort et la place de la personne handicapée, de la personne âgée, de la personne qui perd son autonomie. Quel regard on a? Actuellement, il me semble, mais encore une fois, ça n'est que mon avis personnel, qu'on se définit uniquement par l'action. Sauf qu'en fait, nous restons des êtres humains. La réflexion a aussi énormément de place et à mon avis, on a tendance à aseptiser notre quotidien et à mettre la mort de côté et ne pas intégrer correctement les personnes qui sont en perte d'autonomie. Par rapport à une des remarques, je vais peut-être m'attarder un peu, je suis désolée, sur le terme de soins palliatifs. Là, je suis moins d'accord avec vous, Monsieur Claes, du coup, parce que pour le coup, ça a déjà été étudié, hein. Changer le nom, bah, ça peut aider pour les patients à avoir peut-être accès aux soins palliatifs, mais en tout cas, c'est surtout le reflet d'une méconnaissance. On rejoint ici encore le problème de mise en place et de connaissance du grand public sur les soins palliatifs. Nous, on le voit quotidiennement auprès des patients quand on explique pourquoi on est là, pourquoi et à quoi on sert, etc. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de stress énorme. Ça, c'est des a priori. En règle générale, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Donc, encore une fois, là, il y a un manque aussi de notre société vis-à-vis de cette question-là et de la définition des soins palliatifs qui n'a encore malheureusement pas su. La réalité, je vous rejoins tout à fait, c'est qu'on doit passer à un modèle intégratif si on veut avancer les choses. En effet, dès le diagnostic d'un cancer ou d'une sclérose latérale amyotrophique, on devrait systématiquement mettre en place des soins palliatifs. C'est un modèle intégratif, c'est ce que d'ailleurs toute la littérature va dans ce sens pour promouvoir. Après, par rapport au manque d'USP, alors je pense qu'il faut aussi qu'on distingue soins palliatifs et équipes spécialisées de soins palliatifs, parce qu'heureusement que tous les patients n'ont pas besoin de nous voir. Encore heureux. La réalité de terrain est là et malheureusement, le constat, et je pense que vous avez pu en discuter avec M. Aubry, ça ne va pas s'arranger dans les années à venir, vu qu'il a mené une étude et que dans les 5 ans à venir, il va falloir 400 médecins supplémentaires en soins palliatifs pour pouvoir faire tourner les structures existantes. Alors, comment on va faire pour pouvoir créer 21 USP dans les années à venir? Je pense que c'est malheureusement illusoire. Et puis, je vais peut-être passer après la parole à mes autres collègues quand même. Juste pour, je reviens sur la notion de court terme. Je rappelle quand même que la loi Leonetti de 2005 parle aussi de sédation proportionnée, où le pronostic n'est pas forcément un point inéluctable à ça. Et les recommandations de l'HAS, qui parlent bien aussi de sédation proportionnée pour tout patient qui est atteint de maladie grave avec une souffrance qui est réfractaire, peu importe son pronostic. Donc, il y a quand même des solutions aussi pour les patients. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans la salle ou des réactions? Non, on fera tout à la fin. Donc, moi, je suis le docteur Salva, je suis cardiologue. Et quand Pierre Simonjouk m'a proposé de participer à cette table ronde, très honnêtement, je me suis posé un peu la question de pourquoi j'étais là. J'étais très flattée, mais
à la fois, quand on parle de fin de vie, c'est pas uniquement les soins palliatifs spécialisés. Et je pense que c'est dans ce cadre-là. Moi, je m'occupe essentiellement d'insuffisants cardiaques qui vont tous décéder. Tout à l'heure, la philosophe nous a dit la mort est certaine, l'heure est incertaine. Eh ben, les insuffisants cardiaques, c'est ça. Et donc, moi, je sais que je vais tous les accompagner et on peut les accompagner, y compris quand on n'est pas spécialiste en soins palliatifs, avec leur aide très souvent, mais aussi tout seul dans le service. La deuxième question qui m'est venue quand je me suis dit pourquoi est-ce que je participe à cette table ronde, comme l'a dit monsieur Alain Claes, en fait, ma pathologie dont je m'occupe, c'est un exemple de pathologie qui ne rentre pas exactement dans les clous de la loi, puisque quand on parle de décès à court terme, dans l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie grave, c'est une maladie incurable, donc là, on est exactement dans ce qu'il faut, comme il faut. Mais par contre, la médecine actuelle et les médecins, dont je fais partie, on est incapable de dire quand un patient va pas bien, nécessite une hospitalisation, s'il va s'en sortir, s'il va se dégrader et dans quel délai. On n'est pas très bon là-dessus. Souvent, je parle aux étudiants du syndrome du phénix. Il renaît de ses cendres, on ne sait pas comment. On a mis en place les choses, on pensait qu'il allait décéder, puis finalement, il récupère. Et ça c'est une des grosses limites quand on prend en charge les patients insuffisants cardiaques, de dire jusqu'où on va aller, comment on va faire et qu'est-ce qu'on fait. Et là, voilà. Donc ça, c'est vraiment, je pense que je suis là à ce titre-là, à la fois parce qu'on accompagne les patients, mais aussi parce que la loi actuellement ne nous permet pas de nous occuper. Enfin, on n'est vraiment pas dans les critères du court terme. Je suis très embêtée pour certains patients où je me dis, ben là, on a vu la famille, on a bien expliqué, ça se passe bien et ils récupèrent, puis d'autres vont décéder. Ça, c'est la première problématique. La deuxième des choses, si on va plus loin, dans le moyen terme, si on va sur l'aide active à mourir, là aussi, nos insuffisants cardiaques, ils sont polypathologiques, ils pourraient rentrer dans les critères, mais très concrètement sur le terrain, on n'y est pas du tout encore. Donc ça fera partie des questionnements, en tout cas des questions que moi j'ai au quotidien pour mes patients. Voilà. Bonjour, donc moi je m'appelle Mathilde Bouteiller, je suis médecin. J'exerce au sein d'une structure qui s'appelle le dispositif d'appui à la coordination, donc c'est un DAC. Ah, il faut que je parle plus près du micro. Donc j'exerce auprès d'une structure qui s'appelle un DAC, un dispositif d'appui à la coordination. Et dans cette structure, on a au niveau du Sud-Isère une petite équipe qui vient en soutien des professionnels exclusivement du domicile lorsqu'ils sont confrontés à des situations difficiles pour les soins palliatifs. Donc moi, je suis le médecin de l'équipe et Brigitte Lelu est une des infirmières de l'équipe. Donc notre travail, c'est de soutenir les professionnels sur les domiciles privés, sur les EHPAD et sur les structures pour adultes handicapés comme les MAS ou les femmes. Donc voilà, ça c'est notre travail au quotidien. Moi, ce que je voulais décrire aujourd'hui, c'est que, au contraire de mon collègue, de notre collègue du SAMU, moi, je constate un gros engagement de la médecine de ville pour les soins palliatifs. Les médecins généralistes, les infirmières libéraux, les kinés, ils répondent présents. Par contre, il y a une vraie difficulté aujourd'hui, c'est la question des moyens de façon globale. Aujourd'hui, il y a une vraie crise autour des aides à domicile, il y a une vraie crise autour de la médecine générale. Et aujourd'hui, pour pouvoir accompagner correctement et avec une belle qualité des patients au domicile, on est un peu en difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses belles et des beaux accompagnements, mais il y a une vraie question à ce côté-là. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la loi la question qui nous est posée, c'est quelles sont les limites aujourd'hui d'application de la loi? Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est la loi qui nous freine. Moi, ce que je constate, c'est plus les moyens qui nous freinent. Typiquement, sur la question de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, le guide HAS dit bien qu'il faut avoir un médecin d'astreinte 24 heures sur 24, une infirmière d'astreinte 24 heures sur 24 et un lit de repli gardé dans un service hospitalier. Aujourd'hui, comment on peut avoir ces conditions-là au domicile? Est-ce que c'est les conditions pour que la sédation profonde et continue puisse être appliquée dans des conditions correctes pour tout le monde, pour que les familles puissent avoir une sécurité clinique et psychique? Aujourd'hui, c'est très, très difficile en dehors d'une mise en place d'une HAD. Voilà pour la petite introduction. Je te laisse compléter. Oui, bonjour. Moi, je reviens sur les points de la loi.
Au niveau de l'obstination déraisonnable, dans la loi, c'est inscrit, donc le refus de l'obstination déraisonnable. Ce dont on est témoin, c'est que les citoyens continuent à avoir peur de l'acharnement thérapeutique. C'est le terme qu'ils utilisent, et ils n'utilisent pas obstination déraisonnable. Deux choses concernant ce point. On voit à domicile la solitude des médecins généralistes qui s'interrogent beaucoup si les thérapeutiques qu'ils proposent ou qu'ils mettent en œuvre sont proportionnées ou pas. Et c'est là que la ressource médicale d'une équipe de soins palliatifs leur est nécessaire pour échanger et décider. Et l'autre chose, dans l'obstination déraisonnable, on est confronté à des familles qui, elles, ne veulent pas lâcher. Et alors que les médecins estiment que des thérapeutiques et des soins sont disproportionnés, les familles, elles demandent à ce qu'on continue et qu'on fasse encore plus parce que ce n'est pas possible pour certaines d'entre elles d'imaginer de perdre leurs proches. Donc, il y a tout un travail d'explication et d'accompagnement, de cheminement de cette famille pour faire reconnaître la situation de là où elle en est de leurs proches. Sur les directives anticipées, tout le monde déplore que peu de personnes les ont rédigées. Je rappelle juste que c'est un droit qui est donné aux citoyens, ce n'est pas une obligation. Et là aussi, je voudrais qu'on soit attentif à ce que ce document de directive anticipée ne soit pas perverti dans un document médico-légal sur lequel les médecins se protégeraient pour les décisions qu'ils auraient à prendre. Et on est témoin de médecins hospitaliers qui ont reçu, par exemple, une personne résidant en maison d'accueil spécialisée et qui demandent à l'équipe de cette masse que la prochaine fois, il y ait des directives anticipées, alors que la personne n'est pas compétente pour les rédiger, alors que cette personne, elle est sous tutelle. Donc, c'est aussi une méconnaissance de ce que sont les directives anticipées, avec une confusion entre anticiper une situation, prévoir des prescriptions anticipées au cas où il y aurait des symptômes et les directives anticipées elles-mêmes. On a parlé de la confusion de la personne de confiance avec la personne référente. Certaines personnes désignent plusieurs personnes parce que c'est compliqué quand on a 3 enfants d'en choisir un. Pourquoi avoir confiance plus dans l'un et pas dans les autres? Et alors que quand on a plusieurs personnes de confiance désignées, le document devient caduc sur le plan législatif. Et puis, je rejoins ce que vous avez dit, M. Claes, sur la difficulté de la collégialité, notamment à domicile. Et on voit que cette collégialité qui est nécessaire sur le plan législatif dans certaines conditions, que parfois elle est escamotée par le médecin généraliste qui, pour la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, qui normalement devrait demander un deuxième avis médical, escamote les choses. Voilà. Donc, on est confronté à tout ceci. Et l'interrogation qui revient toujours sur cette loi, est-ce que ce n'est pas, en fait, le fond de la question, c'est pas cette loi que vous avez mis en œuvre, les législateurs, et dont vous êtes à l'origine avec M. Leonetti, et j'avais entendu M. Leonetti dire que cette loi, elle est pour les gens qui vont mourir. Elle n'est pas pour les gens qui veulent mourir. Et je pense que le hiatus sociétal, il est là. C'est une demande de personnes qui veulent mourir. Et effectivement, je vous rejoins, est-ce que c'est une question médicale ou soignante? Par rapport à tout ce qui a été dit, je voudrais juste remarquer combien c'est cette question du temps, au fond, qui vient nous parler. C'est cette question de l'humanisation des soins qu'on a tous, comme professionnels, je crois, à cœur de tenir. Et que la grande question qui reste autour de ça, c'est quels moyens on a pour vivre cette présence auprès des patients, auprès des familles, dans tous les accompagnements. Les accompagnements de directives anticipées, ça prend du temps, ça ne se fait pas à la va-vite. La collégialité, ça prend du temps. Tous ces échanges-là qui sont effectivement ô combien source d'enrichissement pour tous et bien sûr pour le bien du patient. Voilà, je m'interroge un petit peu sur cette question et quels moyens aujourd'hui on a pour vivre ça. Et en tous les cas, il ne faudrait pas que les réponses d'une aide trop active, en tous les cas dans un sens d'une réduction, d'une réflexion arrive, parce que ça serait vraiment
biaiser le débat, je crois. Voilà. Merci à toutes les. Laisse filer et je prendrai l'autre dans la salle. Faut l'allumer. Pour celui-ci. Donc, merci à toutes les 5 que vous appelez discutantes, parce que c'est intéressant d'avoir justement un peu ce témoignage du domicile, hein. Je crois que c'est un peu différent de la ville, même s'il faut faire un lien entre la ville et l'hôpital. L'hôpital avec le vécu de soins palliatifs, la formation universitaire, et puis aussi très intéressant les pathologies chroniques, parce que c'est vrai que ce soit des pathologies cardiaques, pulmonaires ou rénales, on ne sait jamais quel est l'épisode, le dernier épisode qui va arriver. Et comme la gériatrie avec les maladies d'Alzheimer, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce que c'est que cette phase palliative. Donc, c'est des témoignages vraiment très, très riches. La place des familles aussi, notamment encore plus peut-être à domicile. Le désaccord parfois entre la famille et le patient et les soignants. Donc, tout ça fait qu'il y a beaucoup de questions. La temporalité aussi qui est différente des patients que celle des familles. Donc, voilà, je crois qu'on va laisser peut-être de nouveau la parole à M. Claes et puis après, ce sera les questions, vos questions à vous. Merci. Non, je vais être très bref. Moi, je pense que les 5 témoignages résument parfaitement, explicitent parfaitement ce que j'avais dit tout à l'heure, à savoir qu'il y a un grand nombre de situations particulières liées aux circonstances. Peut-être 3-4 remarques. J'ai entendu votre message sur le non-soin palliatif. Je le retiens. Il y a effectivement une explication, mais je crois que dans l'association, c'est soins d'accompagnement et palliatif. De mémoire, non? Je me trompe? Je crois que c'est ça. L'autre sujet qui est important, c'est la collégialité hors de l'hôpital. Et je crois que c'est vous, madame, qui l'avez abordé. Ce n'est pas évident. Et c'est un vrai sujet pour la mise en place de sédation profonde et continue jusqu'au décès, que ce soit à domicile ou que ce soit au sein d'EHPAD. La cardiologie, qui est une pathologie particulière, c'est vrai que la loi je veux dire, ne s'applique pas dans le type de pathologie. Sur les moyens, il manque des moyens et le manque de médecins va se faire sentir. Mais si on ne veut pas être démagogique, moi j'essaye de vous parler le plus simplement possible. Si je me retrouve devant demain une assemblée d'enseignants, il va manquer des moyens. La justice, il manque des moyens, etc., etc. Je crois que sur quoi on doit s'interroger aujourd'hui? Il y a un vrai sujet sur la démographie médicale sur nos territoires, un vrai sujet, et je crois que les politiques, et je me mets dedans au sens large du terme, lorsqu'ils se sont amusés il y a quelques années à vouloir faire baisser le numerus clausus en pensant qu'en faisant baisser l'offre, on ferait des économies de dépenses de santé, je crois que nous payons encore aujourd'hui cette situation. Et la deuxième chose, et moi c'est ce qui me marque le plus aujourd'hui, c'est le départ de personnel soignant de nos hôpitaux ou de nos EHPAD. Ce n'est pas des lits qu'on fait. On n'est pas capable de mettre du personnel. Et pourquoi elles partent? Elles partent parfois pour des sujets de rémunération, mais pas que. C'est qu'elles disent clairement, combien de témoignages j'ai eu, nous ne pouvons plus prendre en charge correctement nos patients. Et je crois que dans la rémunération des hôpitaux, il faut que l'acte humain soit revalorisé et que la TD2A ne s'appuie pas uniquement sur des actes techniques. Je pense que ça va être quelque chose d'important. Et j'ajoute, parce que je maintiens qu'il y ait un PUPH à Grenoble, c'est formidable. PUPH, ce n'est pas
la clé de toute réussite, mais c'est un symbole extrêmement important et essentiel. Et moi, je m'en félicite. Plusieurs fois, je l'ai dit au ministre de la Santé, à la conseillère santé du président de la République, c'est des symboles comme ça qui vont enclencher un certain nombre de choses. Et je crois que c'est important. Alors, sur le débat que vous évoquiez tout à l'heure, demande à mourir, vont mourir, moi, je vais vous parler très franchement. C'est peut-être le petit point que j'avais de désaccord avec Jean Leonetti, sachant qu'on a fait un travail, je crois, sûrement insuffisant, mais le plus clairement possible entre nous, a été évoqué. Je n'ai pas voulu qu'on le reprenne dans la loi de 2016. Quelque part, ça me gênait. Ce principe de double effet et l'intentionnalité. Vous connaissez ça par cœur en tant que personnel soignant. On soulage et le soulagement peut provoquer la mort ou accélérer la mort. On sait tous. Alors, est-ce qu'on doit faire une querelle de mots sur ce sujet? Moi, je demande à ce qu'on reste prudent. Mais pour être tout à fait clair, et tout à fait juste, les médecins n'ont pas demandé la clause de conscience en 2016. Il n'y a pas de clause de conscience. Par contre, c'est naturel. Aujourd'hui, si la législation devait évoluer, bien entendu, la clause de conscience devrait être instaurée. Mais ça ne réglera pas tout. Si on va vers une aide active à mourir, un suicide assisté, avec tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure, comment s'exerce jusqu'au terme de la vie notre devoir de solidarité? Et c'est la place des soignants dans une demande sociétale. Et je pense que ce sujet, beaucoup y travaillent, beaucoup y réfléchissent, mais il n'est pas encore abouti au sens, j'allais dire, qu'il y ait une vision commune. Il y a des interrogations du personnel et moi j'y attache beaucoup d'importance. Il n'y a pas de solution, bien sûr. La situation d'assistance au suicide est très différente de l'euthanasie. Hein, mais quand même, l'implication du corps médical est extrêmement importante. Et, j'allais dire, où s'arrête le soin dans les soins palliatifs. Hein, voilà. Et qu'est-ce qu'on intègre dans le soin? C'est des débats qu'on a eus à plusieurs reprises, je crois qu'ils sont importants. Mais alors, le fait de ne pas voir que cette loi ou ces lois sont mal connues, c'est une évidence. Mais en France, on a un vice, c'est que lorsqu'on a voté une loi, on croit que cette loi va s'appliquer comme ça. Non. Hein, une loi, elle devient ce qu'on veut qu'elle devienne. Si on ne fait pas un travail sur les directives anticipées, on avait proposé avec Jean Leonetti en 2016 que les directives anticipées figurent sur la carte vitale. On nous a expliqué que c'était des moyens financiers, que c'était très compliqué. On va y arriver à terme sur un sujet. Mais vous voyez, il y a un certain nombre de sujets extrêmement concrets qui ne fonctionnent pas. Vous avez fait une remarque qui était juste aussi, c'est que quand je dis 21 départements où il n'y a pas de soins palliatifs, je parle d'unités de soins palliatifs. Mais dans ces départements, il y a aussi des démarches palliatives. Merci, M. Claes. On va laisser. Peut-être. Vous aviez fini.